L'action municipale et la place de l'enfant, quels objectifs à ces journées? Comment vont-elles se dérouler? Georges Friedrich, secrétaire général de la Fédération des Francas. Mesdames, Messieurs, chers amis, en mettant en œuvre en 1990 ce programme Place de l'Enfant, les Francas se sont inscrits délibérément à la fois dans la continuité de l'action qui mène depuis 50 ans maintenant et en référence aux évolutions de la société. Déjà en 1944, ceux qui ont créé notre mouvement écrivaient « Il faut se tourner vers l'enfance, l'âge où tout se détermine, pour apporter beaucoup de joie, de santé, de culture à la masse des enfants du peuple. » 10 ans plus tard, en devenant la Fédération nationale des patronages laïcs et centres aérés, nous disions « Nous réclamons aujourd'hui un cadre de vie pour nos camaraderies et patronages qui ne soit pas la classe, le préau, la cour d'école. » Et encore en 1959, nous nous battions pour que les enfants puissent jouer, se détendre, respirer, s'épanouir, s'éduquer. Nous demandions que la société moderne lui fasse une place plus importante. Cette volonté de s'intéresser à la place de l'enfant, de la revendiquer, est toujours présente à notre congrès du Havre il y a 10 ans. Les Francas sont un mouvement d'éducation concerné par tous les enfants et tous les jeunes, quel que soit leur milieu de vie, quel que soit leur temps de vie. Ils situent leur action dans la perspective d'une politique générale, globale et cohérente, ou sociale, culturelle et éducative d'une part, temps scolaire, temps de travail, temps de loisirs d'autre part, ne sont pas traités en termes antagonistes, mais sont nécessairement complémentaires. Ainsi, 50 ans après notre création, il nous semble toujours d'actualité d'œuvrer pour promouvoir la place que les enfants doivent avoir dans la commune, le quartier, la société en général, et avec la même ambition que celle qui animait nos fondateurs en 1944, en rappelant que, comme la fin du siècle dernier a été marquée par une grande conquête, celle de l'école publique, nous proposons aujourd'hui qu'une nouvelle conquête marque la fin de ce siècle. Tous les enfants et tous les jeunes doivent pouvoir partout disposer d'un espace éducatif, d'espace éducatif spécifique en relation à la famille et à l'école. Cependant, des années d'action en faveur de l'enfance et de la jeunesse nous ont appris qu'il ne suffisait pas de mettre en avant cette perspective pour qu'elle devienne réalité. Pour cela, il convient, en les précisant, en les adaptant, de faire partager ces enjeux politiques de cette proposition, c'est-à-dire sa dimension sociale, éducative et culturelle. Il convient également d'inventorier, d'expérimenter les réponses concrètes à mettre en œuvre. En 1990, donc, avec l'apport de compétences extérieures, pédagogues, économistes, sociologues, urbanistes, nous avons essayé de prendre une mesure de ce monde qui bouge, d'observer les évolutions actuelles ou les plus prévisibles pour demain. Économie en transition, mutation technologique, éclosion d'une conscience écologique, rupture culturelle, crise politique ou encore évolution de la famille, de la vie professionnelle, de l'école, impact de la télévision ou bien encore effet de la décentralisation. Nous avons alors observé comment ces différents éléments avaient évolué et quelles étaient les conséquences pour la vie quotidienne des enfants. En même temps, nous avons analysé, évalué nos différentes pratiques, observé des initiatives nouvelles ou l'expérimentation de concepts novateurs. Ces deux éclairages ont permis de mieux approcher la fonction du temps libre dans notre société, son évolution, les mécanismes qui le régulent. Et ils nous ont confrontés dans l'idée que la prise en compte par la société tout entière de ce temps de vie, complémentaire à l'école et à la famille, constituait bien un enjeu social, éducatif et culturel primordial, car en effet, espace de liberté, le temps libre est facteur de cohésion sociale, d'apprentissage et d'exercice de la citoyenneté. Espace de liberté, le temps libre est plus particulièrement propice à l'apprentissage de l'initiative, de la responsabilité,
de la découverte de soi-même comme de son environnement, autant de compétences essentielles des sociétés développées d'aujourd'hui et de demain. Et espace de liberté, le temps libre favorise le développement de la sensibilité, de la créativité. Il encourage les rencontres interculturelles et intergénérationnelles. C'est dire combien il est nécessaire que des politiques publiques puissent réguler cet ensemble, en effet, pour que de nouvelles inégalités ne se creusent ou n'apparaissent. Conforté dans cette idée, il fallait aussitôt constater que si, depuis plus d'un siècle, la famille et l'école font l'objet de politiques publiques d'ampleur nationale, le temps libre est plutôt considéré comme résiduel, voire secondaire. Constater aussi qu'au-delà de l'action spécifique de tel ou tel ministère, parfois sans trop de lien entre elles, parfois très limité dans le temps, nous souffrions de l'absence d'un véritable cadre national au plan des structures, au plan économique et sans doute au plan politique pour une véritable cohérence et une véritable convergence des actions entreprises ou à entreprendre. Et en associant différents partenaires, ministères, associations, organismes divers, nous avons dans un premier temps, en 1992, formulé 30 propositions autour de 4 thèmes. Le temps libre, un espace essentiel à la vie des enfants et des adolescents. Comment être à l'écoute des enfants, faire émerger la demande. Comment faire émerger des propositions, valoriser l'offre et quels outils pour gérer la dynamique locale. Nous avons ensuite mis en chantier ces propositions sur le terrain pour vérifier leur pertinence. Étaient-elles appropriables, adaptées à des situations diverses, ou leur efficacité permettait-elle d'avoir une action sur l'ensemble des enfants en prenant en compte leurs différents temps de vie. Et à partir de la mise en place d'une centaine de sites expérimentaux, nous avons pu préciser nos propositions de départ et définir 8 références qui peuvent demain constituer le cadre, la structure, l'architecture de la politique du temps libre pour l'enfance et la jeunesse. Et il ne s'agissait pas pour nous de brûler ce que nous avions adoré et souvent contribué à mettre en œuvre, parfois institutionnalisé. Je pense au centre aéré ou au centre de loisirs hier, au conseil de jeunes plus récemment. Il s'agissait bien de s'appuyer sur une expérience, une pratique pour mieux construire la place de l'enfant dans notre société, d'agir pour valoriser ce temps de vie et faire reconnaître les potentialités qu'il recède. Il nous semble que cela constitue l'un des défis de cette fin de siècle pour développer l'épanouissement de chacun et le bien-être de tous. Et aujourd'hui, dans le même temps où nous mettons en application ces 8 propositions, à la ville comme à la campagne, dans une dizaine de sites, choisis, nous le pensons judicieusement avec nos partenaires, nous souhaitons vous faire partager nos analyses, propositions, les confronter à votre approche, votre expérience. Nous le ferons durant ces 2 demi-journées en 4 temps principaux. Le premier temps devra nous permettre de pointer les enjeux d'une politique d'enfance-jeunesse à travers une vision de la place de l'enfant dans la société en général, mais aussi par la mise en évidence d'éléments qui concernent plus particulièrement la vie quotidienne des enfants et des jeunes. Le deuxième est tout aussi fondamental puisqu'il a trait à l'action publique, notamment à travers le rôle déterminant aujourd'hui des collectivités locales. Le troisième nous permettra de revenir à nos propositions et enfin, le quatrième temps devra, à partir de témoignages notamment, nous apporter des éléments de réponse à la question centrale, au fond, qui nous préoccupe, comment structurer et développer la politique enfance-jeunesse. Voilà, mesdames et messieurs, le programme que nous vous proposons. La diversité et surtout la qualité des intervenants, témoins, partenaires, doivent, j'en suis convaincu, contribuer à nous éclairer et à nous enrichir.